Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à l'Insider DevTour Lyon. Merci d'être là. On est très heureux de vous accueillir. Je suis Étienne Bailly, fondateur du cabinet de consulting iStep, un partenaire Microsoft. Et moi, à titre personnel, donc je suis Microsoft MVP. On est très fiers de vous accueillir aujourd'hui avec Microsoft. L'Insider DevTour, tout d'abord, vous l'avez vu, c'est un événement global, mondial. Ça se passe dans 71 villes dans le monde, sur tous les continents. Mais il n'y a qu'un seul Insider DevTour en France et c'est aujourd'hui à Lyon et c'est pour vous. On est très très fiers de ça. L'Insider DevTour, ça va être tout un ensemble de technologies, les dernières tendances poussées par Microsoft sur le machine learning, l'intelligence artificielle, l'IoT, tout un tas de sujets. On a des pointures, on a des super speakers qui sont venus de Microsoft France, on a des MVP qui sont venus des quatre coins de France pour vous aujourd'hui, donc on est très 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 fiers de ça. Ça, c'est l'Insider DevTour. L'Insider DevTour Lyon a quelques spécificités. On a un atelier Coding for Children cet après-midi. On est très fiers de ça. C'est pour nos piou-piou, pour pouvoir les initier aux techniques de développement. Et ça, c'est une spécificité. C'est le seul Insider DevTour qui fait ça. Et autre spécificité, on commence ce matin dans cette keynote, dans cette salle Lumière 2. Et on finit aussi la journée pour une autre spécificité de l'Insider DevTour, c'est la Ninja 4 session. On se retrouve là en fin de journée à 16h30 pour une session détente, fun, où on se décontracte, et puis où on aura pas mal de choses à gagner. Et il y a des jeux, il y a pas mal de goodies, des cadeaux à gagner, un drone, pas mal de petites choses. Pour les gagner, il y aura un jeu. Il y a aussi, si vous sur les réseaux sociaux, sur le hashtag Insider DevTour Lyon, on tirera au sort et vous gagnerez des cadeaux. Et plein de cadeaux également à gagner à la Ninja 4 session, où il faut y être, bien sûr. Et maintenant, je laisse la place à Pierre Lagarde, David Rousset, Sébastien Beauvau, nos speakers de Microsoft France. Je vous propose de les applaudir. Merci. D'abord, un petit jingle. Alors, on va commencer par une petite vidéo pour se mettre dans l'ambiance. We're excited to build integrations that fit into our customers' existing workflows. Getting data and insights is automated. This empowers customers to take action in real time. Together, we integrated ServiceNow approvals directly into Outlook messages. And this is just one example of how we're taking work experiences and modernizing them. We leverage the Grab API, Azure AD, and the add-in platform to view Adobe Style integrations. One of our customers has seen that the approval process, which normally takes up to 2 weeks with 20+ signers, is now reduced to only a few hours. Windows has great natural user interface capabilities like pen and touch. These enable us to deliver on our promise of improved productivity. We quickly saw the advantage and the potential of Teams and the Power Platform. So by automating document processing, we can speed up all paper-based processes that we have. Before the app, registration process could take 2 weeks. Now we managed to reduce the time to less than 40 minutes. It's getting really exciting. We are coming to the point where we can offer relations on top of the Office 365. We started with a pilot of 5,000 users. We're now at 30,000 users. Teams provides many different business benefits. It has rejuvenated other existing platforms and technology investments we had. Teams becomes your front door for everything you do, changes the game on many levels. Microsoft has been an incredible partner every step of the way. We have so many plans for the bot and the possibilities are endless. Donc voilà, vous avez la chance qu'on est en France, donc vous aurez la version française. Vous aurez noté d'ailleurs les petits français dans la vidéo, on les reconnaît facilement, c'est rigolo. Donc Pierre sera avec moi pour faire cette présentation, Sébastien aussi, Beauvau qui est là. Donc Pierre et moi, on est de Microsoft Corp, donc on est basé en France, mais on travaille pour les Américains, donc on travaille souvent le soir, et on est tous les deux programme managers.
Donc, comme le disait Étienne, c'est un événement qui est global. Vous pouvez revoir le même événement dans d'autres villes, si jamais il vous plaît vraiment. Il faut voyager un petit peu. Et en fait, il y a quelque chose qui est vraiment important. Si vous avez moins de soucis pendant cette journée de quelqu'un qui se comporte mal avec vous, quelles que soient vos sensibilités, n'hésitez pas à venir voir les organisers, excusez-moi, c'est le fait que je suis américain. Je sais même plus le terme en français. Les organisateurs. Organisateurs. Vous m'aiderez pendant tout le long de la journée. Et d'ailleurs, Pierre, on va même t'aider et on va vous aider. Donc, on voulait faire une première démo autour de ça et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu cette fonctionnalité dans PowerPoint, mais quand vous êtes en présentation, en fait, ce que vous pouvez faire dans PowerPoint, ici, dans la partie slideshow, on peut activer les sous-titres. Donc ça, c'est une nouveauté qui est nouvelle dans PowerPoint. Donc quand on va être en mode présentation, on va pouvoir dire qu'on veut les sous-titres et on va pouvoir choisir évidemment les sous-titres d'affichage et les sous-titres de traduction, si on veut de la traduction instantanée. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et du coup on va l'activer pendant toute la plénière si ça peut aider certains d'entre vous. Et pendant qu'on réactive ça, je vais vous en parler d'une nouvelle, hein, puisqu'on en a annoncé une cette semaine. Alors ça, c'est plutôt destiné à ceux qui présentent, puisqu'il va y avoir une fonctionnalité aussi native dans PowerPoint. Vous allez pouvoir vous tester en mode présentation avec votre webcam et vous aurez une analyse de votre présentation en disant pendant la présentation que tu as fait, là tu as bien tenu le discours, t'as pas trop dit etc. Donc il y aura un report qui sera fait pour que vous puissiez vous entraîner avant de faire une présentation en public à travers PowerPoint. Ça utilise des technologies d'IA. Vous rigolez ça? Non, c'est à peu près bien traduit, enfin pas traduit, c'est transcrit. Ouais, de temps en temps, ça peut faire des erreurs, mais c'est ultra pratique ça, pour des conférences, pour l'accessibilité, des personnes qui sont malentendantes, ou des problèmes de concentration, ou une soirée arrosée la veille, peu importe, ça peut toujours aider. Alors... C'est une forme de traduction. On va peut-être le couper. Bon, on verra. On l'a jamais vraiment testé pendant une heure. Donc, on a une mission, donc on démarre évidemment toujours là-dessus. Ça fait à peu près 5 ans. La mission a été évidemment désignée par Satya Nadella, qui est de pouvoir donner de la puissance empowerer ou activer en tout cas toutes les personnes évidemment sur la planète et dans les différentes organisations. Et la destination évidemment, ce qu'on veut aujourd'hui pour vous en tant que développeur, c'est que tous les outils et tout l'effort que Microsoft va mettre et les investissements qu'on va mettre, évidemment, on va vous les présenter à destination des développeurs. Donc c'est évidemment un angle de présentation, ça va être l'angle de présentation de toute la journée et spécifiquement de la matinée. Et cet angle, en fait, il est multiple et on va tout de suite le démarrer par une petite démonstration de Visual Studio. Oui, parce que là on a vu une vidéo. Lançons tout de suite Visual Studio 2019. Donc Visual Studio 2019, maintenant quand vous le lancez, vous pouvez tous l'installer maintenant à la maison, hein, il vous propose un écran, il y a un nouvel lancement, un écran de démarrage qui vous dit est-ce que vous voulez directement partir de GitHub pour cloner un projet et commencer à bosser, ou ouvrir un projet existant. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc c'est un projet de type C#, et il y a un premier truc qui doit vous sauter aux yeux immédiatement. Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est là que les bactéries attaquent. Apparemment, les gens qui travaillent sur le projet ne sont pas d'accord sur est-ce que je mets des espaces ou des tabulations. Et ça, c'est un vrai débat de fond. Alors moi, je connais la réponse. Hein. Ceux qui utilisent des espaces, normalement, c'est très très mal. Et donc, bon, c'est votre choix. Nous, on est plutôt tabulation. Donc déjà, premier problème. Donc, problème d'accord sur les styles de développement. On voit un peu plus loin aussi qu'on a l'utilisation du mot-clé vis ici, qui serait pas forcément indispensable. Bref, il y a peut-être du boulot à faire pour fixer ce code-là dans un premier temps. Et on voit aussi, on en reparlera après, qu'il y a toujours un jeu de test unitaire qui tourne en live désormais. Maintenant, dans Visual Studio 2019, vous avez la possibilité, du coup, de préciser le type d'intentation, donc la tab, bien sûr, what else, et également de pouvoir fixer ce problème de vis ici, donc je vais l'activer, et sauvegarder l'ensemble. Et ce fichier editor config, vous pouvez également le mettre dans le repo, c'est-à-dire qu'il va être partagé par tout le monde. Donc c'est assez pratique d'avoir son jeu de règles de code qui est disponible. Une fois que je vais revenir ici, du coup, il va voir de nouvelles erreurs ici. Donc, il dit que ça peut être simplifié. On voit que il y a 2 fois l'utilisation du mot du Using System Threading Channel. Et j'ai un petit bouton magique sur lequel je vais pouvoir cliquer ici. Voilà.
qui va me dire est-ce que tu veux tout fixer? Hop, il a fixé, il a remplacé tous les espaces par les tabulations. Il a également dégagé le vice qui servait à rien. En un petit bouton magique, vous pouvez récupérer le travail de sagouin de vos collègues. C'est souvent les collègues, parce que vous êtes nickel, bien évidemment. Donc ça, c'est assez pratique. Maintenant, on voit qu'il y a un jeu de tests unitaires qui tourne tout le temps en parallèle. Donc on va essayer d'introduire un bug pour que ça fonctionne pas bien. Donc ce qui demande un effort certain. Hein. Donc par exemple, on va faire un for each ici. Tous les éléments dans le stream. Voilà. Et ce que je veux, c'est ajouter dans les éléments .add item. Et là, on voit un nouveau truc aussi qui est intéressant. Ah, je l'ai loupé. Vous voyez, il y a une petite étoile. Désormais, Visual Studio 2019, il utilise un modèle de machine learning. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui a été injectée dans Visual Studio 2019, qui va finalement analyser votre code. Il peut également analyser d'autres projets de code similaires que vous pouvez configurer sur GitHub pour vous proposer automatiquement les propriétés qui correspondent à ce que vous voulez faire. C'est la petite étoile. Et il se trouve qu'effectivement, dans mon cas, c'est c'est ce qu'il me faut. Donc, c'est ce qu'on appelle IntelliCode. C'est une nouvelle fonctionnalité que vous pouvez configurer également en utilisant votre propre modèle de machine learning derrière. Donc ça, c'est assez sympa. On a même de l'IA, nous aussi, les développeurs. Donc je sais que vous en mangez à toutes les sauces, l'IA, mais on voit bien qu'il commence à avoir des bénéfices assez intéressants. Donc là, une fois que je fais ça, on voit qu'en live, j'ai plus besoin forcément de lancer mes tests unitaires après coup. Pendant la phase de développement, j'ai mes jeux de tests unitaires qui tournent. Donc, qui me dit, bah là, t'as un souci sur ce jeu-là. Donc, je peux aller dans le test qui est associé. Et si on regarde le code du test unitaire, bon, c'est test unitaire un peu étrange. Tout ce qu'il teste, c'est que la liste doit faire une taille 0. Donc, forcément, on vient d'ajouter un élément, ça fonctionne plus. Donc, je vais faire 1. Voilà, une correction de test. À mon avis, je ne vais pas aller bien loin en faisant ça, mais ça corrige le test. Hein. Et ce que je peux faire éventuellement, c'est, je vais le passer en français, un petit commentaire. Je n'ai aucune idée de ce que fait ce dev, mettre stagiaire. Et on peut mettre des émoticônes avec Windows point. Et ça, c'est indispensable, sérieux. Et donc, je vais mettre un émoticône, genre, je sais pas trop ce qui se passe. Et voilà, ça va rester dans mon projet. Et il faut peut-être que quelqu'un revienne modifier un peu le code à ce moment-là. Donc, vous voyez, plusieurs nouveautés dans Visual Studio 2019. J'en ai choisi quelques-unes. Je vous laisse l'installer à la maison et jouer d'autres pour découvrir d'autres fonctionnalités sympathiques de VS 2019. Donc, bien sûr, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, Microsoft propose des outils pour quel que soit le type de développeur que vous puissiez être. Sur Mac, sur PC, C#, du Python, du C++, du JavaScript, etc. Normalement, on a l'outil qu'il faut pour vous accompagner. Également, si on regarde aujourd'hui sur le fameux survey de Stack Overflow, les deux outils qui reviennent en premier sont deux outils de Microsoft pour le code. Visual Studio Code, justement, qui est extrêmement populaire aujourd'hui, hein, tout le monde l'utilise. On a même les copains de chez Google qui l'utilisent, ça marche vraiment très très bien. Visual Studio Code, bien sûr, l'historique qui reste une des fondations aussi de nos outils de développement qui sont fortement utilisés, et on continue d'améliorer ces outils au fur et à mesure. On a également Visual Studio Online. Donc, il faut savoir que Visual Studio Code est basé sur un projet qui s'appelle Monaco, qui est open source. Et donc, on l'a mis à disposition en ligne, donc avec un navigateur. Vous pouvez du coup aller faire une revue de code. Alors, ne mettez pas un vendredi soir pendant que vous êtes en trajet avec votre tablette. Ah oui, mince, je vais faire une petite modif de code à pas faire. Vous pouvez le faire, mais je pense que vous allez avoir des ennuis. Mais c'est toujours pratique de faire une revue de code dans certains cas à l'aide d'une tablette et d'un simple navigateur. Quel que soit l'endroit où vous serez, vous pourrez revoir des pull requests ou ce genre de choses. Alors, il y a des nouveautés évidemment pour les développeurs, mais on a aussi fait des nouveautés autour des IT Pro, et on a fait un effet d'annonce important il y a 1 mois et demi à Build autour du nouvel outil de commande. Alors, une petite vidéo avant d'en parler un peu plus. Style. I know, I know how to run wild. Taking over the spotlight. I'm on a roll, ready for the show
now it's go time. Watch what I do. Watch what I do. I see you looking. Watch what I do. Oh my, my, my. Oh my, my, my. Watch what I do. Donc tout à l'heure, j'ai parlé en fait des acquis pro, mais je trouve que c'est très discriminant parce que je pense que en tant que développeur et moi le premier, on utilise énormément encore évidemment les outils de terminaux. Et donc ce qu'on a mis à disposition, c'est un nouveau projet autour du Windows Terminal et qui a été mis en ligne cette semaine. Donc là, c'est tout récent sur le store de Windows et c'est la capacité finalement de pouvoir avoir un outil de commande qui va pouvoir charger plusieurs commandes shell. Donc évidemment les deux principaux de Windows qui sont PowerShell évidemment et la ligne de commande standard et aussi tous les sous-systèmes Linux qui sont installés sous Windows. Donc là c'était une des nouveautés d'il y a plus de 2 ans où on a annoncé qu'on avait un sous-système Linux qu'on pouvait installer sous Windows qui était vraiment au niveau bas système. C'est pas simplement des commandes au-dessus de Windows, c'est vraiment directement intégré dans Windows qui sont installables aussi par le store. Donc aujourd'hui il y en a 4 de dispo, les plus réputés évidemment et les plus utilisés c'est Ubuntu ou Debian. Et une fois que vous les avez installés, et ben automatiquement le nouvel outil de commande va les détecter et vous allez pouvoir créer des onglets en fonction évidemment et charger chaque onglet en fonction de la ligne de commande que vous voulez dans Windows. Alors du coup on va vous faire une petite démo puisque maintenant qu'il est dispo sur le store, la démo est simple et vous pouvez directement l'installer sur votre Windows. Vous avez le code source également sur GitHub, donc vous pouvez le builder vous-même, donc il est également en open source. Donc là, je sais pas si c'était une bonne idée, mais je me suis dit, je vais le mettre avec les effets de transparence. Et mais bon, vous pouvez le configurer au niveau du thème. Là, j'ai une commande PowerShell ici. Donc, je suis développeur Node, moi, JavaScript souvent. Donc là, j'ai un petit projet. Si je lance ici, je fais npm run build. Il va builder l'ensemble et ça fonctionne correctement. Je suis développeur Windows. Moi, je suis un vieux développeur Microsoft Windows, ça fait longtemps que je suis Microsoft, et peut-être que le travers que je vais avoir quand je vais déployer sur un ensemble Linux, c'est que j'ai pas forcément tout testé sur un système Linux. Et souvent, c'est pour ça aussi que les gens avaient des Mac ou des Linux à côté, c'était pratique quand même de tester sur le futur environnement d'exécution. Donc justement, maintenant, une fois que j'ai installé, moi, ici un Ubuntu, je peux avoir un onglet ici où je vais avoir Linux qui tourne. Donc c'est assez pratique. Donc là, je peux lister les fichiers ici, on voit bien que j'ai un système Linux qui tourne. C'est un vrai, comme tu disais, Linux qui tourne en dessous, sauf que j'ai l'affichage graphique qui est fait sur Windows. Alors, premier truc super cool qu'on a ajouté dans cette commande-là, c'est le support des émoticônes à nouveau. Donc, ça nous permet d'avoir l'ancien logo Windows fait avec des émoticônes. Donc ça... Bien sûr, vous pouvez l'avoir à la maison, donc il faut passer par le store pour l'installer. Parce qu'il y a d'autres trucs cool liés à ça, mais je sais que les gens aiment bien ça, le logo Windows. Et maintenant, si jamais j'essaye de lancer la même commande qui est npm run build, en fait, on va voir que j'ai une erreur parce que c'est pas moi qui ai fait ce truc-là, bien sûr, mais manifestement, le mec qui a fait le processus de build, à un moment donné, a fait un Xcopy, Xcopy qui est un truc bien Windows, donc ça marche pas dans Linux. Donc, vous imaginez bien que ça, c'est un truc un peu bête, mais je pense que ça vous est déjà arrivé. Qui est développeur Node ou a déjà fait du Node dans la salle? Ouais, ça vous est déjà arrivé en passant de Windows à Linux que ça marche pas forcément toujours de la même manière, quoi. En tout cas, dans la phase de build, il y a des composants des fois à recompiler ou des trucs comme ça. De moins en moins, moi je trouve, mais ça peut arriver. Donc là, l'avantage, c'est que je suis sûr de tourner dans un Linux. Autre truc qui est pratique, c'est que je vais pouvoir... Donc là, je vais lancer la version Insider de Visual Studio Code. Je le lance ici directement depuis mon sous-système Linux. Il va me charger les fichiers et là il va faire une connexion en fait en SSH vers mon système de fichiers, enfin vers mon système Linux. On voit ici qu'il est connecté en WSL, donc c'est le fameux sous-système Linux pour Windows. Et du coup là j'ai un environnement Linux. Alors comment je peux le savoir? C'est si je lance un nouveau terminal ici, on voit à nouveau que je suis bien sur un système Linux ici, puis je peux lancer des commandes à nouveau. Et du coup, je peux faire F5 depuis Visual Studio Code qui tourne sur ma machine Windows, qui va lancer du coup le process Node.js et l'ensemble sur ma machine, mon sous-système Linux. Donc c'est ce que je vais faire. Il s'attache derrière. Voilà, vous voyez qu'il l'a lancé ici.
Et après, j'ai plus qu'à ouvrir un onglet ici, me connecter. Et en fait, là, il est en train de se connecter, du coup, à un node qui tourne sur Linux avec mon nouveau Edge qui tourne sur Windows. Maintenant, il y a pas mal de gens qui, comme ils aiment bien les machines Windows, se disent ça devient de plus en plus une machine prête pour avoir un environnement complet de développement, quelle que soit la plateforme que vous visez. Tu peux voir le node tourner en top. Effectivement, si je regarde de l'autre côté dans mon terminal, si je fais un top ici, on voit bien que j'ai mes process nodes qui sont en train de tourner ici. Donc, je suis bien en train de faire fonctionner la version Node de Linux sur ma machine. Évidemment, qu'il faut installer avant dans le sous-système. C'est pas parce que vous avez installé évidemment Node sous Windows que ça va l'installer sous Linux. Ça montre bien évidemment que c'est deux systèmes qui sont bien séparés. C'est vraiment que la partie technique, gestion de fichiers I/O qui est partagée. Et après, tout le reste, c'est un vrai Linux qui tourne. Alors, on est en train de bosser sur la version suivante qui va nettement améliorer les performances. Donc, vous verrez, parce que un des petits défauts quand même de notre sous-système, c'est qu'il était quand même un peu moins performant qu'un vrai Linux complet. Donc, notre objectif, c'est que ça soit vraiment le plus performant possible, avec un support aussi natif de Docker. Donc, normalement, vous devriez avoir un joli joujou en tant que développeur sur la plateforme Windows. Donc, bien sûr, c'est pas uniquement des outils de développement. Quand on est développeur, c'est également une communauté. Vous savez tous maintenant qu'on a racheté GitHub. On continue de travailler dessus. On a rajouté pas mal de nouveautés depuis qu'on l'a racheté. Les retours sont à chaque fois excellents. Donc les free private repos, un ensemble d'autres fonctionnalités où est peut-être suivi. À chaque fois, les gens sont assez contents de ce qu'on fait. Donc ce qui semble indiquer qu'on va dans la bonne direction. Également, on l'a beaucoup en entreprise et désormais avec la Visual Studio Subscription, vous avez également accès à un GitHub Enterprise. Donc vous voyez, on essaye vraiment de bien connecter dans notre écosystème complet. On a également un support de GitHub pour Active Directory, donc dans le sens GitHub vers finalement notre ancien écosystème. On connecte les deux. Et on fait l'inverse aussi, c'est que vous pouvez vous connecter vers le portail Azure avec votre compte GitHub. Donc les deux systèmes d'authentification sont bien maintenant interconnectés. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc là c'était vraiment la première introduction qui a été liée évidemment à votre expérience de développement à travers Visual Studio, à travers la partie évidemment de commande et à l'intégration à notre repo GitHub sur lequel on continue énormément à contribuer avec toutes les équipes GitHub en partenariat avec les équipes produits pour mettre l'ensemble de nos codes sources sur GitHub. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on a implémenté des nouvelles fonctionnalités dans GitHub pour pouvoir supporter toute la partie du code source de Windows par exemple, parce que ça nécessite évidemment des branches extrêmement grosses. Maintenant, ce qui va nous intéresser plutôt dans cette plénière, évidemment, c'est de reparler un peu sur les plateformes Microsoft. Donc là, les plateformes, on va juste refaire un petit rappel de qu'est-ce qu'on appelle plateformes Microsoft de développement aujourd'hui qui sont disponibles. Alors, vous avez déjà la slide, mais sinon je vous aurais posé la question avant. Il faut savoir qu'on a vraiment aujourd'hui 4 grandes plateformes de développement. On va en parler d'une seule ensemble ce matin et cet après-midi, mais on va faire quand même un petit rappel là-dessus et il y a plein d'interconnexions évidemment entre les différentes plateformes. Alors on va en évacuer une tout de suite évidemment, c'est la partie gaming. Alors on n'est pas aujourd'hui là sur une conférence développement de gaming, mais ça reste évidemment une plateforme de développement extrêmement importante qui se repose aussi, on a fait les annonces autour de ça avec des services clés en main pour tout ce qui est gaming dans Azure. Donc là, si c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez aller explorer aussi ces solutions avec des solutions de services liées au gaming. Et les deux autres qui vont nous rester, enfin les trois autres, puisqu'il y en a une évidemment qui est principale, la partie cloud, c'est Office 365, donc maintenant qui s'appelle M365, on va y revenir longuement dans cette matinée, et la partie Dynamics et Power Platform, donc qui va regrouper l'outil dit historiquement Dynamics et tout ce qui était Power BI et Power Platform avec Microsoft Flow pour ceux qui ont évidemment peut-être déjà joué ou configuré ces outils-là. Donc pourquoi on les a tous appelés justement plateformes, c'est que pour un développeur, et ça reste vraiment l'ADN de Microsoft, c'est de fournir des plateformes de développement, des plateformes de services pour qu'on ait un écosystème qui puisse venir se connecter à ces plateformes et venir évidemment l'enrichir et ajouter une partie évidemment, une fonctionnalité produit ou un axe évidemment pour un type d'entreprise ou un type d'usage.
Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de se focaliser sur M365. Donc ça, c'est un peu un changement de stratégie. Il y a 2 ans, on a décidé de mixer 2 outils importants, deux solutions existantes entre la plateforme Windows, donc l'outil et l'operating system Windows, et Office 365. Pourquoi on les a mixés? Et ça, c'est une stratégie assez... pour le public, c'est pas forcément évidemment très intéressant, mais je pense que pour vous, en tant que développeur, c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre pour réfléchir aussi par rapport à vos outils et vos développements de demain. C'est de fournir non plus simplement des applications, mais c'est de fournir en fait une expérience à un utilisateur. Et quand je parle d'expérience et comment ça change chez Microsoft quand on parle d'expérience, quand on parle d'expérience M365, c'est que Satya Nadella, si je prends cet exemple-là, il est allé voir l'équipe produit Office et il a dit « Je veux que l'expérience d'utilisateur qui va utiliser un Word, un Excel, soit exactement la même sur un Windows, sur un Mac ou sur un web. » Et ça, c'est quelque chose qui a révolutionné quelque part les investissements qu'on a fait sur ces plateformes de développement, parce que ça veut dire qu'il faut un socle de développement qui permette de faire ça. Et aussi, il faut évidemment des outils qui vont permettre aux développeurs internes de Microsoft et du coup, par projection, que vous allez pouvoir utiliser pour proposer des solutions de ce type-là. Et c'est des investissements extrêmement importants parce qu'aujourd'hui, je pense que on voit très nettement qu'il y a un effort très fort qui a été fait sur tous les outils bureautiques, on va dire clients riches, Word, Excel, PowerPoint, avec une expérience, peut-être qu'il y en a encore, il y en a évidemment, je pense, parmi vous qui l'utilisent sur Mac, qui ont une expérience maintenant très similaire entre un Mac et un PC. L'expérience web reste encore à un peu être améliorée, mais sachez que les prochains investissements vont être dans l'expérience web d'Office. Et du coup, vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait Windows dans cet écosystème ? Eh bien, Windows, évidemment, c'est pas la même chose. Le but, c'est pas de faire marcher Windows en web. Windows, c'est quoi ? Ça va être les investissements pour s'assurer que l'écosystème Windows fonctionne bien avec l'extérieur. Et l'extérieur, c'est quoi ? Vous avez vu juste un exemple juste avant. C'est comment je peux, pour avoir mon sous-système Linux qui tourne sur mon Windows et avoir une expérience pour un développeur qui soit exactement similaire si j'étais en train de tourner sur un Linux ou sur un Windows. Et ça, c'est pareil, c'est des investissements. Je pense que il y a 5 ans, vous m'auriez dit ça. Je pense que j'étais déjà chez Microsoft, j'aurais dit c'est juste impossible. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est plus que possible. C'est vraiment qui est utilisé. Et encore une fois, des gros investissements qui sont faits dessus. Et la deuxième chose, plus vraiment très orienté expérience utilisateur, un peu moins pour les développeurs, mais pareil, c'est pour aussi vous projeter sur des investissements aussi que vous pouvez faire de votre côté. C'est comment je suis sur un Windows aujourd'hui et je vais pouvoir bien travailler avec mon écosystème mobile. Et là, le sujet mobilité, évidemment, c'est des très gros sujets que vous avez, je pense, dans vos projets aujourd'hui. C'est comment mon iOS ou mon Android va bien communiquer avec mon Windows. Et ça, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont justement dans le programme Insider de Windows et vous avez peut-être déjà joué avec Your Phone ou votre mobile en français. C'est la capacité de connecter son téléphone à son environnement Windows et de pouvoir d'échanger des informations et même d'échanger des expériences. Et ça, c'est des choses, encore une fois, qui sont dans cette plateforme M365 qui, encore une fois, et je vais juste me répéter et finir là-dessus, il faut plus penser application, il faut vraiment penser expérience utilisateur. Et qu'est-ce que font aujourd'hui nos utilisateurs et vos utilisateurs ? C'est d'utiliser les outils qu'ils ont à leur disposition entre le web, des clients riches, des mobiles, et que nous, on ait la capacité pour justement de la collaboration et de l'échange de fichiers et des échanges de mails, bref, le travail au jour le jour, comment leur proposer une expérience meilleure, évidemment sur nos outils de base, mais évidemment pour vous, la capacité de développer des applications sur cet environnement et sur ces investissements et sur ces ambitions qu'on s'est mis sur cette expérience. Donc j'ai été un petit peu long sur cette présentation, mais ça permet d'expliquer aussi pourquoi on n'a pas simplement nommé Office en M365. Il y a quelque chose derrière, des investissements très techniques, comme je vous l'ai dit, mais aussi stratégiques autour de toute cette plateforme. Merci Pierre pour cette clarification. Il a eu du mal à te suivre, je pense qu'il a une demi-heure de retard. Ouais. Alors,
Là, les quelques chiffres, je vais passer vraiment très très vite, c'est évidemment le nombre d'utilisateurs Windows qui continue à grossir. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup évidemment d'historiques de clients sur Windows 7 qui migrent sur Windows 10. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va mesurer aujourd'hui ? C'est ça qui est important. C'est les logins finalement sur l'Active Directory, qui va être extrêmement important. Et évidemment, les active users, c'est combien de temps je vais passer sur mon PC. L'écosystème, là c'est vous, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des plateformes, donc finalement ce qui nous intéresse c'est de travailler avec un écosystème de développeurs et de partenaires pour enrichir finalement cette plateforme. Parce que notre but c'est toujours pas de donner des solutions clés en main, des solutions métiers. Petite vidéo pour exprimer tout ça. You can have a vision, but you need a team to deliver. Without that, we get a beautiful sculpture that doesn't go anywhere. We use Microsoft tools from the very first sketch so that the other department can very quickly see where the ideas are. Moving to Microsoft 365 was about modernization. Our associates are coming to us and saying, hey, we want to use Planner or use Teams. And now we've created a different kind of culture. Instead of having a resistance to change, we have a resistance to stagnation. Whether it's one of us in the office or whether it's somebody out on our production line, we can take it to any device that we need to. We use Microsoft 365 Business. It's all the things that we need in one place. People are our main asset. The tools and resources that we give them are absolutely critical to our success. With Windows 10 and Office 365, we're able to better collaborate, we're able to be safe, secure, and become more efficient. We are no longer the IT department of no. We are the IT department of yes, and can do, and change. Microsoft just continues to rock it. Et ce qui est bien, c'est que la vidéo permet de rattraper le retard de sous-titres. Alors, la plateforme M365, en fait, c'est une succession de briques pour vous aider à développer, qui va une partie dans l'Intelligent Cloud, donc un des clouds de Microsoft que tu as décrit, et une partie aussi qu'on appelle l'Intelligent Edge. Donc bien sûr, la première étape avant de vous connecter finalement à l'ensemble de cette plateforme, c'est l'identité, la sécurité. Donc on va commencer par parler de ça. Donc on a fait beaucoup d'investissements là-dessus. C'est un sujet vraiment sensible. Hein. Il faut vous donner un niveau de sécurité important tout en respectant la confidentialité. On a deux systèmes d'authentification principaux chez nous, chez Microsoft. Un pour le grand public, que vous connaissez certainement, qu'on appelle les Microsoft Accounts, pour tout ce qui est Outlook.com, Hotmail, etc. Donc ça, c'est pour nous, les parents, etc. Et ensuite, la version entreprise basée sur l'Active Directory. L'idée à chaque fois, c'est de pouvoir vous proposer ce genre d'intégration de manière simple. Première chose intéressante sur des chiffres, c'est que les mots de passe sont importants, mais ça saoule tout le monde. Donc qu'est-ce qui se passe ? Souvent, il y en a qui utilisent un bon mot de passe une fois pour toutes et ils l'utilisent partout. Qui utilise le même mot de passe sur tous ces sites web et il n'y a que 2 personnes honnêtes. Donc déjà, moi, ça me permet de savoir en tant que hacker qu'il faut que je cible 2 personnes. Une fois que j'ai un mot de passe, c'est bon, j'ai accès à tout. Je faisais ça par le passé, j'ai changé, puisqu'il y a pas mal de leaks. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, effectivement, aux différentes entreprises. Donc l'idée, c'est que chaque personne est unique. Pourquoi ne pas utiliser vos côtés uniques pour vous identifier. Donc, on a bien sûr Windows Hello, vous connaissez certainement. Moi, je l'ai sur mon laptop. C'est génial, d'ailleurs. C'est tellement génial que le jour où il me demande vraiment mon mot de passe, en général, je suis totalement paumé. Je n'en ai plus la moindre idée. Je ne sais pas si ça vous est certainement déjà arrivé. On peut utiliser aussi sur du double facteur Microsoft Authenticator sur un téléphone iOS ou Android. Et ensuite, si vous avez des périphériques compatibles FIDO, on peut également l'utiliser. D'ailleurs, quelles que soient finalement les plateformes, on va le voir tout à l'heure, enfin dans d'autres sessions, Windows Hello, même dans le navigateur. Donc démo pour vous montrer comment on met ça en place. Donc j'ai un site web qui est ici, qui tourne et qui va me demander de m'authentifier. Lorsque je vais m'authentifier, je vais faire un sign-in ici. La première chose qu'il me propose, c'est je vois que tu es connecté ici avec un compte, avec des comptes d'ailleurs. Donc là, c'est nos comptes de démo, nos fameux comptes de démo sur la plateforme M365. Comme j'utilise le nouvel Edge, donc dont on parlera un peu plus tard, basé sur le projet Chromium, et que je me suis connecté ici également,
l'idée, c'est que vous êtes déjà authentifié sur votre machine Windows. Donc, pourquoi ne pas passer cette identité finalement vers le site web de manière automatique? Donc, je vais cliquer sur Megan. Là, il va contacter notre plateforme derrière et il va m'authentifier juste derrière en faisant un refresh. Et je suis connecté en tant que Megan et je vais pouvoir accéder à l'ensemble des fichiers de ce compte utilisateur. Comment on met ça en place? Vous voyez, c'est extrêmement simple. J'avais aussi la version, je devais choisir la version, on va dire, entreprise, et la version aussi, on va dire, grand public. J'aurais pu proposer avec le même code. Si j'étais connecté qu'un compte MSA, donc on va dire grand public, il m'aurait pu me proposer Windows Hello. C'est-à-dire que finalement, est-ce que tu peux me dire qui tu es? Il regarde mon visage, il me connecte, et j'ai pas besoin de passer mon mot de passe. Je suis connecté à un système, une plateforme web. Vous, en tant que développeur, vous pouvez le faire. Donc, on a mis à jour le portail Azure pendant Build. On a fait cette annonce. Je ne sais pas si vous avez déjà géré une gestion d'identité avant et c'était un peu réparti un peu partout. Donc, on pouvait faire mieux. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, maintenant, si vous allez dans le portail Azure, vous allez sur Azure Active Directory. Vous avez une partie ici App Registration. Donc, je vais cliquer dessus. Et ensuite, là, on voit qu'on a fait un ensemble de choses déjà sur ce tenant. Là, j'ai My Organizer qui correspond à ce que j'ai fait ici. Et ensuite, on peut vous aider à vous prendre en main si jamais vous êtes un peu perdu, parce que là, finalement, enfin, on ne fait pas souvent de l'authentification, que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, c'est toujours un peu barbant. Donc là, on a un guide. Là, on avait une application JavaScript, mais vous voyez que quelle que soit votre plateforme, on peut vous donner des aides. Je vais cliquer sur JavaScript et tout ce qui il va m'expliquer comment fonctionne l'ensemble du processus d'authentification dans le cas de mon app SPA. Et ensuite, il va me donner des morceaux de code où il dit, voilà, il te faut un client ID que vous récupérez dans le portail pour pouvoir vous identifier et on va s'occuper avec une librairie du reste. Donc c'est assez simple pour le mettre en place et ça vous propose l'expérience que je vous ai montrée. L'utilisateur n'a pas besoin de taper son mot de passe si jamais il est déjà authentifié, bien sûr, sur sa session Windows ou s'il a configuré Windows Hello sur sa machine. Ensuite, forcément, si aucune de ces deux fonctions ont été mises en place, il est obligé de taper son mot de passe. Donc, la sécurité, vous voyez, peut être simplifiée tout en restant sécure. C'est mieux, je pense, d'utiliser la biométrie que un mot de passe qu'on va mettre partout sur le même site. Donc, ce qu'on a fait, une fois on parle d'identité, et pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, quand le changement de stratégie surtout autour d'Office, techniquement, comment ça s'est passé quand justement Satya est allé voir l'équipe Office en disant je veux la même expérience entre les différentes plateformes. Évidemment, ils ont fait juste un petit pas en arrière, ils ont fait ok, si on a besoin d'avoir une expérience sur toutes les plateformes, qu'est-ce qu'on peut faire et comment en fait on va pouvoir séparer les données des applications. Et donc là, il y a eu un changement tactique extrêmement important qui est de dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir une API qui fournira l'ensemble des données d'un utilisateur, donc ses mails, son calendrier, son fichier OneDrive, bref, tout ce que l'utilisateur produit aujourd'hui en entreprise, on va le séparer, on va le mettre derrière une API et on va créer des applications qui vont venir consommer ces API et évidemment que ce soit des applications web, Windows, iOS, Android, tous vont consommer une seule API qui maintenant est sous un seul nom qui s'appelle le Microsoft Graph. Et donc ça, c'est le premier socle qui est pas simplement une API de lecture, c'est une API de lecture-écriture et tout ce qui est fait par l'ensemble des outils Microsoft aujourd'hui utilise le Graph API. Et donc ce Graph API, c'est quoi? C'est les API, c'est uniquement des API REST, on fournit quelques helpers et SDK, et on en fournit un en particulier, qui est un toolkit en web qui permet de vous simplifier la vie pour justement accéder à 2-3 éléments pour éviter d'appeler 5 ou 6 API. Ça le fera en un seul appel et ça vous donnera un contrôle visuel automatique. Donc ça, c'est vraiment c'est aussi l'annonce qu'on a fait à Build autour de ce toolkit qui vous permet de vous aider à la consommation de ces API et la consommation du graphe. Mais encore une fois, tout peut être fait évidemment manuellement et il y a toutes les documentations qui sont liées à ça. Donc du coup on va faire une petite démo, une première démo qui évidemment qu'est-ce que c'est que le graphe donc on fournit ce qu'on appelle le Graph Explorer, donc c'est vraiment, encore une fois, c'est destiné aux développeurs. Vous vous dites, est-ce que ce qu'ils m'ont dit Pierre et David en Keynote, est-ce qu'on a vraiment accès à tout? Donc vous pouvez vous connecter
à l'application du Graph Explorer. Vous vous authentifiez, donc là on est déjà authentifié avec Morgane, mais vous pouvez utiliser votre compte, encore une fois personnel ou entreprise. Et là vous pouvez aller voir vos mails et automatiquement c'est une requête, c'est graph.microsoft.com, V1, il y a aussi une bêta, me et message. Tout est autour de concentré sur moi, c'est pour ça que c'est le /me. Et après, je vais voir mes messages. Et là, j'ai l'ensemble de mes mails qui sont disponibles avec un résultat JSON. Je peux filtrer, je peux trier, je peux faire tout un tas de choses. Et je peux évidemment créer un mail si je veux. Il y a l'API REST qui permet de créer aussi un mail et de l'envoyer. Tout ça, une fois que je suis authentifié. Et donc, il y a, pour vous montrer les différentes API, il y en a énormément. Donc, les OneDrive, Excel, Planner, enfin bref, je vous passe. Le but, c'est pas de faire la liste, mais pour vous montrer qu'il y a un effort, encore une fois, très important et que cette API est tout le temps en évolution. Donc, il y a tout le temps une V1 et il y a tout le temps une bêta. Il n'y a pas de V2. C'est-à-dire que quand c'est fini en bêta, ça passe dans la V1 et la bêta, ça reste des expérimentations qui, après, sont basculées en V1, qui est finalement la production. Donc, si... People. Oui. Donc, si... Tu l'avais déjà mis ou pas? Non. Non. Donc, je vais en chercher un qui est People, ici. Et je vais regarder quels sont mes coworkers. Alors, les coworkers, c'est quoi? C'est ceux, finalement, avec qui je travaille le plus. Donc, c'est des petites requêtes qui sont faites directement sur le graphe en disant à qui t'envoies le plus de mails ou avec le qui tu échanges le plus ou tu collabores le plus à travers des documents OneDrive. Et ça me fournit une liste de quelques users, pareil, toujours en JSON. Donc, à quoi l'intérêt et c'est quoi l'intérêt de ce fameux helper tout à l'heure? Et là, c'est ce que David va faire, c'est que on va utiliser justement le helper du toolkit pour afficher dans mon site web où je suis déjà authentifié, ce qu'il vient de faire juste à l'instant, pour afficher mes coworkers. Alors, si on veut faire l'équivalent de ça en code, en fait, ce projet utilise déjà le nouveau toolkit dont tu as parlé juste avant. Ça ressemble à ça. Donc, je vais le mettre celui à gauche et lui à droite. Voilà. Donc, vous voyez le code qui est assez simple, en fait. Donc là, c'est un projet de type vue et qui va utiliser le toolkit. Le toolkit est basé sur une technologie qu'on appelle les web components, donc qui est des dernières nouveautés très pratiques en termes de développement web. Et ce qui permet en fait d'avoir une description de type markup en fait, hein. C'est-à-dire que si maintenant je veux récupérer l'ensemble des gens avec qui je travaille, comme tu le montrais tout à l'heure, là j'ai un petit snippet de code, vous voyez, et quand même assez simple le code ici, MGT donc pour Microsoft Graph Toolkit-people. Je vais sauvegarder, ça va rebuilder mon projet ici et on voit, alors on n'a pas, je voulais chercher dans le détail les gens qui étaient là, mais croyez-moi, les deux personnes avec qui je travaille fréquemment en tant que Mégane sont ces deux personnes-là. Donc une ligne de code comme tu le disais pour pouvoir finalement avoir un élément graphique qui va faire toutes les requêtes pour moi en arrière-plan. C'est assez simple à faire sinon, mais ça vous permet quand même de gagner pas mal en productivité. Bien sûr, je peux modifier le template si nécessaire. Si le template par défaut ne me convient pas, je peux sauvegarder, accéder aux sous-propriétés ici. Donc ça va recharger l'ensemble. Et pour ceux qui connaissent peut-être pas, si je fais un inspect dessus, on va voir ici ce qu'on appelle le shadow DOM. C'est-à-dire que là, c'est ce que voit le navigateur ou ce que vous mettez dans votre code, mais ce qui se passe en fait en dessous, c'est qu'on crée vraiment un DOM caché derrière qui représente tout l'élément visuel, ce qui permet aussi de isoler finalement son code, son CSS, son JavaScript dans une zone particulière, ce qui était un peu le bazar des fois lorsqu'on voulait faire ça avec les anciennes technologies. Donc ça arrive grâce aux technologies qu'on récupère avec le projet Chromium et le nouveau Edge. Donc vous voyez, ce projet est très simple, pareil pour s'authentifier, c'est une ligne de HTML si vous le souhaitez, et ça fait le café pour vous. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc ce qu'on a essayé de développer, toujours dans l'idée d'empowerer les développeurs, c'est de se dire, ok, on a une API qui permet d'accéder à l'ensemble des données qui sont produites dans la plateforme 365. On a des toolkits qui permettent d'y accéder, et on a fait une annonce, pareil, donc à Build, il y a 1 mois et demi, où on s'est dit finalement toutes ces données-là, qu'est-ce qu'on pourrait en faire et qu'est-ce qu'on pourrait fournir à l'utilisateur pour qu'il puisse travailler sur ces données. Sauf que si je décide de prendre l'ensemble des datas qui est aujourd'hui dans un graphe d'une entreprise, pendant Microsoft avec plus de 100 000 employés, je ne vais pas faire 1 million de requêtes pour récupérer toutes ces datas. Parce que si j'ai besoin de faire du machine learning ou de l'IA dessus. Donc du coup, on a développé une technologie qui s'appelle Graph Data Connect,
qui permet de venir récupérer, de faire un snapshot de l'intégralité des datas du graphe en spécifiant ce que je veux. Donc par exemple, je veux les mails et je veux juste les titres par exemple, ou juste les destinataires. Et je vais les mettre dans un data lake, donc dans le même tenant que M365. Et du coup, une fois que j'ai toutes les données dans un data lake, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais pouvoir évidemment mettre un modèle de machine learning dessus pour essayer de ressortir de l'information. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec une société qui s'appelle Talentsoft, qui est une société française, liée dans les ressources humaines. Et ce qui les intéressait aujourd'hui, c'est de se dire, il y a une organisation qui est physique dans toute organisation. Il y a des managers de managers, il y a des employés qui sont rattachés aux managers, mais finalement, il y a plein de cross-collaborations qui se font dans les entreprises aujourd'hui. Et un des moyens de détecter cette cross-collaboration, c'est les échanges de mails qui sont faits entre les collaborateurs et les documents qui sont créés par plusieurs collaborateurs qui sont dans des organisations différentes. Et ben ça, comment on peut le faire? Et ben on récupère les données du graphe, on les fait mouliner dans un data lake et avec un modèle d'IA et on va sortir les coworkers d'une entreprise en disant ben ces deux personnes-là collaborent énormément ensemble et ça a permis de faire tel et tel projet. Et donc on a développé un prototype pour eux et avec eux et avec les équipes produits, et ça a été présenté à Build par Satya en keynote. Et du coup, je vous propose de regarder la vidéo qui a été présentée pendant la keynote. Alors, Pierre apparaît sur cette vidéo très rapidement. Est-ce que vous serez trouvé Charlie? Talentsoft is the European leader of cloud-based talent management and learning software. We are working with Joe, designing an entire new way to recruit and manage highly creative individuals. It's fully based on Microsoft technology. Dior is one of the most recognized luxury brands in the world. The fashion industry moves so quickly, we need to be very agile so that we can really lead the change in the fashion business. My biggest challenge is to nurture creative individuals and to help them work together as a team. Microsoft Graph Data Connect allows us to get data at scale and to identify skills and collaboration patterns across employees within an organization. We are going to use AI machine learning plus data from Microsoft Graph Data Connect to build new teams. Technology and fashion are two different universes. When we bring them together, it's very exciting. The future for me is to leverage all those data from Microsoft Graph to create even more opportunities for Dior. Thanks to Microsoft, this technology is going to help foster collaboration, discovering talents, and support the work of this iconic brand. The future at Dior is exciting for me because we have the ability to continue to develop all these talented people working with so much passion for Dior. C'est incroyable. Sympa de bosser avec Dior quand même. C'était sympa. Ouais. Donc on va monter dans la stack. Maintenant, on va parler de tout ce qui est applicatif au-dessus. Et on va commencer par Windows. Donc en fait, on a bossé pas mal sur l'écosystème Windows aussi, on ne l'oublie pas en termes de device. Et justement, tu expliquais le changement de stratégie. Je vous propose de commencer par voir une vidéo qui montre comment on travaille avec les nouveaux hardware pour s'intégrer justement dans l'usage dont tu parlais, M365.
l'ancien operating system. Voilà, ouais, tu vois. Donc, lorsqu'on est sur la plateforme Windows, aujourd'hui, si vous êtes développeur, qui est développeur WinForm dans la salle? Il y en a encore beaucoup, ce qui est logique. WPF, UWP. Voilà. Donc, on sait que vous avez beaucoup de frameworks existants qui fonctionnent parfaitement, quels que soient aussi d'autres technos, hein, comme web ou autres. L'idée, c'est de pouvoir s'intégrer dans l'existant. Et pour ça, on a lancé en fait les XAML Island, qui permettent de prendre finalement tout ce qu'on a de type UWP et l'injecter dans vos applications existantes WPF ou WinForm. Et également React Native for Windows. Donc, qui est développeur React tout court déjà ici? Pas mal de gens normalement, ouais. Et React Native, une personne, 2, 3. Donc, si vous connaissez pas, on pourra en parler après. Et Sébastien va faire une démo compliquée. Alors, pas si compliqué que ça. En fait, c'est pour ça qu'on fait appel à Sébastien, c'est que celle-là est particulièrement complexe. Pas si compliqué que ça, mais c'est juste pour vous dire, comme l'a dit David, que sur l'environnement Windows, on essaye de vous fournir tous les outils, les langages, la plateforme adéquate pour que vous puissiez développer des applications qui soient avec vos langages et vos outils. Donc, typiquement, on commence avec UWP, parce que c'est notre plateforme de prédilection et là où on investit, pour vous montrer que on peut profiter du matériel, si on a du matériel avec des stylos ou autre. Imaginons que là, on est sur une application de vendeur pour disons des panneaux solaires, effectivement. Donc là, sur site, le vendeur a sa tablette. Il peut éventuellement commencer à taper, donc soit avec la souris pour pouvoir donner les dimensions en fait du panneau solaire pour estimer, ou soit prendre justement le stylet et commencer à écrire pour pouvoir reconnaître le texte et être plus efficace s'il a une Surface Go, une tablette ou autre. On peut aller un peu plus loin aussi. Et on peut typiquement, si on revient sur la partie map, on géolocalise le vendeur et la personne, donc voilà, une jolie petite maison à la campagne, et on peut commencer éventuellement à dessiner directement sur la maison l'environnement, l'emplacement sur lequel on souhaite poser le panneau solaire, et à ce moment-là, on peut aller plus loin. Donc là, vous avez vu que j'ai dessiné vulgairement un petit rectangle, mais on a fait appel derrière à des services cognitifs pour pouvoir détecter les formes que j'aurais pu dessiner, donc des cercles, des rectangles, des triangles, et donc pouvoir dessiner la zone sur la carte pour pouvoir ensuite en sortir les dimensions. Donc après, si je clique dessus ou je touche avec mon doigt dessus, on peut en sortir et saisir automatiquement, comme on l'aurait fait soit avec le stylet, soit avec le clavier, les dimensions du panneau solaire. Et vous voyez ici aussi, donc ce sont les nouveautés que l'on introduit avec la dernière version de Windows, de pouvoir intégrer du contenu 3D dans vos applications UWP. Et d'ailleurs, un mix de 3D et de XAML 2D aussi, pour pouvoir annoter différents éléments. Donc vous allez me dire, et vu les mains levées ici, il n'y a pas beaucoup de développeurs UW pour Windows. Et justement, c'est le but de cette démonstration, c'est de vous dire aussi qu'on a avec XAML Island, et donc là je lance une application WPF, on a avec XAML Island, et j'en parlerai cet après-midi pour ceux qui voudront approfondir le sujet, on a avec WPF et Windows Form et XAML Island la possibilité de pouvoir récupérer tout ce contenu-là UWP, XAML, moderne, avec les API Windows, les contrôles Windows adaptatifs, le touch, la souris, le clavier, la partie 3D, etc., dans une application WPF. Donc ici, c'est une application WPF, vous le reconnaissez à l'icône, et typiquement, voilà, cette partie-là, ce sont des contrôles natifs Windows UWP que l'on a intégrés dans une application WPF. Donc ça fait partie de pouvoir vous fournir, quel que soit le type de langage ou d'application que vous développez, qu'elle soit desktop ou autre, de pouvoir vous apporter les fonctionnalités qu'on introduit dans la plateforme au fur et à mesure. Et donc vous avez pu voir qu'effectivement, là on a un contenu de 3D. On peut basculer en mode compact parce qu'effectivement les contrôles UWP ont plusieurs modes, peuvent s'adapter en fonction de la taille de l'écran ou de la tablette ou de la résolution pour votre application. Si on rebascule sur les diapositives et on va un peu plus loin sur cet applicatif-là, on peut imaginer que pour
pour les vendeurs de ce panneau solaire-là, ils sont sur site aussi, ils ont des applications pour pouvoir savoir quels sont leurs clients potentiels, leurs travaux. Donc ça, c'est l'accent toulousain, ne vous inquiétez pas. J'ai encore plus de mal en anglais, hein, donc c'est un quotidien pour moi, c'est pas facile à vivre, mais j'arrive. Donc, ils ont des applications, voilà, Android ou iOS, et donc les développeurs ont potentiellement pris le choix de développer ces applications en React Native, puisqu'ils viennent du format web, ils ont aussi un site web, etc. Et à ce moment-là, ils ont leur application iOS, Android, et puis, comme l'a dit David, on est capable d'avoir ce type d'interface-là et ce type de code-là qui va tourner aussi dans les applications UWP ou d'ailleurs WPF. Donc, si je reviens sur mon application ici d'estimation, je peux voir ce même affichage avec React Native intégré dans l'application UWP. Donc, pour tout vous dire, c'est le moyen de pouvoir avoir les développeurs, quel que soit votre langage, quelle que soit votre technologie, pour développer des applications sur Windows. Et on en parlera cet après-midi un peu plus longuement. Merci Seb. Tu reviens tout à l'heure pour la dernière démo. Je vais même rester là. Donc, la plateforme web, c'est quelque chose sur lequel on a énormément investi aussi. Vous avez dû suivre les annonces, le nouveau Edge. Donc, on a forqué le projet Chromium. On l'a fait pour des raisons d'innovation principalement et aussi de cohérence de la plateforme. Il y a une session sur le nouveau Edge cet après-midi. Je fais ma pub aussi puisque tu fais manifestement on n'est pas en concurrence. J'ai l'impression quand même malgré tout. Donc, c'est le même navigateur quelle que soit votre plateforme. On va voir qu'on a bossé dessus aussi en termes de sécurité, privacy. On essaie vraiment de prendre le projet Chromium, d'y contribuer. Et donc, tout ce qu'on va donner dans le projet Chromium, en fait, tous les autres navigateurs basés sur Chromium vont l'avoir. Hein. Chrome, Opera, Brave, tous les navigateurs qui sont basés sur Chromium récupéreront ce que nous, on va faire. On contribue pas mal. Dans les choses sur lesquelles on travaille, c'est la privacy, bien sûr. On essaye aussi de se différencier là-dessus. Donc ça, c'est un des modes que vous aurez dans le nouvel Edge. Soit vous aurez le mode, on va dire, par défaut, avec lequel on est habitué, qui est unrestricted. C'est-à-dire que je fais confiance au web tel qu'il est aujourd'hui. Il peut me traquer, ça me pose pas de problème d'être traqué par tous les plateformes de monétisation. Il y aura le mode balance qui sera un peu intermédiaire, c'est-à-dire que on laissera accès à vos informations qu'aussi dans lesquelles vous faites confiance, et le mode strict qui est un petit peu l'équivalent des ad blockers où on va rien laisser passer. Et d'ailleurs certains sites de temps en temps vont dire coucou, tu as bloqué la publicité, ça m'empêche de vivre, est-ce que tu peux m'aider? Dans les autres choses qui sont intéressantes, si vous êtes en entreprise, j'imagine que vous avez encore de l'IE en entreprise, et donc pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Quand c'est une bonne raison, ça arrive, vous, dans le nouvel Edge que vous installerez dans l'entreprise, vous aurez non seulement le nouveau moteur qui sera flambant neuf avec du web component, plein de trucs super chouettes dont on rêvait depuis longtemps, mais également le support du moteur IE11 qui pourra se charger dans un tab. Donc pour les utilisateurs, ils auront un seul navigateur et la possibilité d'avoir le web moderne, l'ancien web, en fait, avec support d'ActiveX, etc., si c'était nécessaire. Dans le même navigateur, on verra dans ce cas-là la petite icône IE qu'on voit pas bien en haut, là. On travaille aussi sur d'autres choses en termes d'expérience utilisateur. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on appelle Collection, qu'on a présentée à Build, qui vous permettrait en fait de récupérer des informations de pages web qui vous intéressent, de le mettre dans une partie à droite, là, pour pouvoir... On fait souvent ça quand j'ai acheté une maison, donc je passe mon temps à aller voir sur les trucs d'IKEA, etc., à avoir des idées, ou sur Pinterest. C'est de faire une espèce d'agrégation d'informations, et on peut les exporter du coup sur d'autres outils, et ce qui est bien, c'est qu'il va garder à chaque fois les liens vers la page d'origine qu'on a consultée. Donc on arrive sur la fin du coup en tant que développeur. Vous avez une autre solution qui est PWA, qui est vraiment quelque chose sur lequel on investit énormément. Et le mieux, c'est de vous laisser Sébastien vous montrer comment ça fonctionne. Alors même si c'est toi l'expert, David, je vais m'aventurer à en parler. Voilà. Donc on a un partenaire qui s'appelle Soundtrap qui travaille surtout pour la partie éducation avec les écoles pour pouvoir apprendre à utiliser des instruments de musique. Donc ils ont un site web, ils sont complètement tournés sur le web et ils utilisent donc les API web API sur la partie MIDI pour récupérer le flux d'un instrument MIDI qu'on pourrait brancher directement dans l'ordinateur. Donc au départ, ils voulaient fournir ce type d'application-là sur les différentes plateformes sous forme d'applications natives. Donc, comme ils étaient sur le web, ils ont pris le pari de basculer sur la partie Progressive Web Application. Donc,
leur application est déjà adaptative en fonction de l'écran pour les téléphones portables ou pour les ordinateurs. Et ils ont ajouté quelques tuyauteries supplémentaires. Et typiquement, par exemple, nous, Microsoft, on fournit ce petit site PWA Builder qui peut vous aider dans ce travail-là. Donc, vous avez déjà votre site web, quelle que soit la technologie que vous utilisez. L'application s'adapte à la taille du navigateur ou de l'écran. Mais voilà, il faut fournir un manifeste, un fichier JSON qui donne le nom, les icônes, etc. Il faut fournir un bout de JavaScript pour gérer la partie cache ou autre. Donc, PWA Builder peut vous aider à faire ce travail-là. Donc, typiquement, vous tapez l'adresse de votre site web. Donc là, c'est soundtrap.com. Et l'outil va analyser votre site web, il va regarder si vous avez déjà fourni un manifeste à la racine, si vous l'avez déjà associé à votre page, si vous avez déjà fourni un service worker typiquement. Donc là, on peut analyser le manifeste tel qu'on pourrait l'avoir, qui donne le nom de l'application, l'URL, la page de démarrage, les différentes couleurs, les différentes icônes. Donc voilà, l'outil vous permet... Le site web vous permet de pouvoir modifier les images, modifier les paramétrages pour générer ce fameux fichier manifeste facilement. Si on va un peu plus loin, et là je pense que tu en parleras David aussi, pour la partie service worker, donc c'est un bout de JavaScript que vous allez mettre aussi dans votre application qui va gérer un petit peu l'aspect cache ou l'aspect man in the middle, c'est-à-dire qu'on aura l'application Progressive Web App, on aura le service worker qui pourra faire du travail supplémentaire avant d'accéder au web pour gérer de la partie offline ou autre pour avoir la meilleure expérience sur Windows. Et typiquement, voilà, on peut prendre des templates et des exemples de code tels qu'on vous le montre ici pour gérer un cache, pour ouvrir un premier, par exemple, les fichiers sur le cache, et puis après le mettre à jour si la page qu'on accède a été modifiée. Tout ça pour dire que avec ce site web-là, et que vous ayez un site déjà existant, on va pouvoir aussi introduire de nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir être utilisées pour la partie géolocalisation, la partie graph pour l'authentification ou autre, et on vous fournit des petits exemples de code JavaScript que vous pouvez aussi introduire dans votre code pour pouvoir gérer, par exemple, la gestion du clipboard ou l'authentification graph ou Active Directory. Et dernier point, si on revient sur la partie de votre application, vous pouvez générer les différents packages correspondant à toutes les plateformes qui supportent la partie PWA. Donc ça sera un AppX pour Windows, ça sera un fichier pour Android et l'équivalent pour iOS que vous allez pouvoir soumettre au niveau des stores. Ils ont fait un travail, c'est vrai que je prends mon temps, mais désolé, j'ai eu que 5 minutes pour la matinée, donc ils ont déjà fait un travail, ils ont déjà fourni l'application PWA de Soundtrap. Est-ce que tu peux baisser un peu, parce qu'en fait je m'aperçois que l'écran il est... Voilà, merci Seb. Donc ils ont déjà fait le travail de fournir l'application PWA qui utilise donc le fameux moteur Chromium avec Edge, et on est capable avec cette application là de pouvoir brancher un clavier MIDI par exemple en USB. Donc on a trouvé que c'était un peu trop simple brancher un clavier, etc. Donc on a préféré brancher un téléphone en USB qui émule un device MIDI. Tu peux montrer ton clavier, Pierre, s'il te plaît? C'est une application sur Android, on peut la configurer en MIDI, donc on peut configurer dans Android l'USB en mode MIDI, du coup Windows 3 qui fait un peu. Et donc du coup là, je suis comme si j'avais un clavier. D'ailleurs, on n'a pas testé, on va le tester là. Donc, Pierre est un grand musicien normalement, comme vous allez pouvoir l'entendre. Donc là j'ai rajouté un track, et donc ça ne fonctionne pas encore. Ce qu'on va faire, on va fermer là. Je bouge pas. Donc là apparemment tu l'as déconnecté, c'est ça, on est d'accord? Voilà. Je vais peut-être faire avec je peux bouger pour cliquer? Formidable. Allez, fais-nous une petite composition. Allez, on enregistre, vas-y. 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y. Non. Donc tu sais pas jouer. Bon, okay. C'est bon, laisse tomber, on a loupé. Il fallait bien qu'on loupe quelque chose ce matin, donc merci. Ça fonctionne, c'est juste que c'est une tanche en piano. Et donc là, j'ai un terme technique qui veut dire une oreille musicale limitée. Et donc voilà, juste pour vous dire qu'effectivement on est bien dans une application native sans Chrome à l'extérieur, donc qui se comporte nativement, qui avec la tuile qui peut être épinglée, etc. Mais on peut tout à fait
rebasculer sur le navigateur et voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a gardé le contexte. C'est-à-dire que je peux passer de l'application TweetWeb installée vers le navigateur et j'ai pas besoin de me reloguer. Il a bien gardé le contexte. Le contexte est partagé entre les deux edge. Merci Seb, merci Pierre. Je remercie pas Pierre, mais bon, merci quand même. Et donc, ce que je vous propose pour terminer, on est légèrement en retard. On avait commencé à 5, donc on a 2 minutes de retard. C'est de finir sur un framework que vous avez dû entendre parler, qui nous tient à cœur, qui est le Fluid Framework, une petite vidéo, puis après on va conclure. Regardez ça, c'est vraiment sympa et on en reparle après. We are excited to share with you a sneak preview of how the Fluid Framework may change the way you work with Microsoft 365 apps like Word, Teams, and Outlook. This will include hyperfast co-authoring, AI and bots that collaborate with you, and the ability to easily reuse content across tools. I'll start with a simple scenario, co-authoring a document. When Fluid powers co-authoring, collaboration feels immersive, natural, and smooth. As Mike types, our session is going through a data center in the central United States. It is so fast that you might not be able to tell which screen he's typing on. Inking is even more latency sensitive. If we put Mike's screen side by side with mine, you'll see the latency is so low that it's hard to see the difference as we draw. Fluid's architecture allows Mike and I to collaborate as if we were on the same device. But collaboration is not just about people working together, but a combination of people working together with AI. This text is being translated into 8 languages in real time. This is just one example of bots participating as collaborators in Fluid. I'd now like to show you Fluid components. I need to gather some data, so I'll go ahead and copy the table into a conversation to get input from my colleagues. But this isn't just any table. Because it's a Fluid component, we can continue to collaborate even across apps. Here, you're seeing Mike and I collaborating, one of us in Teams, the other in Word, all working on the same data. Let's go back to the document and insert a chart component. You will see a list of recommended charts, which are generated by a collaborative bot. I'll also go ahead and add a formula. I'll choose order inventory and do the sum of units delivered. You'll notice that as Mike and I make changes, the table, chart, and formula all update in real time. Looks like I just got an email from Mike. The Fluid Framework isn't just about new apps like Teams, but can be integrated into almost any application or experience. I'll go to Outlook, and you can see that the chart is actually a Fluid component that remains collaborative and is updating. This scenario with Word, Teams, and Outlook shows Fluid aiding productivity with low latency collaboration, AI co-authoring, and embeddable components. Thank you for letting us share an early preview of the Fluid Framework. Later this year, this technology will come to Microsoft 365 experiences and be exposed to developers through an SDK. Voilà, vous l'avez compris, hein, c'est un framework qui a une approche composant, et ces composants vont pouvoir être affichés et consommés et vont être dynamiques, quel que soit l'emplacement d'affichage. Donc on l'a vu, hein, ça peut être dans un message Teams, ça peut être dans un mail, ça peut être dans un site web, ça peut être, on l'a annoncé aussi, dans Outlook mobile. Donc à chaque fois qu'on va utiliser ce composant-là sera dynamique et sous forme de collaboration, donc potentiellement aussi éditable. Donc ça, c'est vraiment une approche un peu nouvelle, hein, du web, et je pense que il y a beaucoup d'avenir autour de ça. On va l'utiliser dans nos propres produits. Ça a été annoncé. Donc on a vu une sorte de preview avec Word, évidemment, et la collaboration avec Word et Excel. Mais évidemment, le but, c'est de le fournir sous forme de SDK pour que vous puissiez l'utiliser, vous, dans vos propres outils, hein, et créer justement ces composants dynamiques et du coup utilisables dans tous les outils, évidemment, de type web, comme j'ai dit, évidemment, Teams, Office et autres. Donc Fluid Framework, gardez ça en tête, suivez ça, je pense que c'est vraiment cool pour les devs, ce sera une bonne brique technologique. Tout ce qu'on a montré dans cette plénière, ça prouve qu'on a bien changé depuis pas mal d'années, tout est open source, hein. Donc le Windows Terminal, PWA Builder que tu as montré, le toolkit. Nous, notre équipe s'occupe de Calculator aussi, je pensais pas que les gens seraient aussi excités que ça à l'annonce de Calculator en open source, mais il y a plein de gens qui ont participé. React Native for Windows, open source, bref, on travaille sur beaucoup de briques open source. Si vous voulez récupérer des contenus, des ressources et des labs, voici l'adresse à retenir. Vous pouvez prendre une photo, ak.ms/insiderdevtour-labs. Et ça me permet de conclure. Je
vous laisse prendre la photo. Voilà. Voilà, sachant que pour la journée, donc vous reconnaîtrez les speakers avec le petit badge vert. N'hésitez pas à venir nous voir, nous poser des questions. On a toute une série d'autres MVP dans la salle qui vous font de superbes présentations aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous. On est là toute la journée pour vous. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci. Bonne pause. Tu t'es fait